Le Mistral soufflait encore sur les collines de Cassis quand Clara tourna la clé de sa petite maison provençale. 8 années d'économie, 8 années à compter chaque euro, à refuser les sorties, les vacances, les petits plaisirs que ses collègues s'accordaient. Tout ça pour ce moment, ouvrir la porte de son refuge face à la Méditerranée. Mais l'odeur la frappa en premier. Une puanteur âcre de bière renversée, de cigarettes écrasées et d'urine. Puis, ses yeux découvrirent l'apocalypse. Le salon qu'elle avait meublé avec tant d'amour était méconnaissable. Le canapé en lin beige gisait éventré, ses coussins dispersés aux 4 coins de la pièce. La table basse en bois d'olivier, héritage de sa grand-mère, gisait en morceaux. Les murs immaculés étaient couverts de graffitis obscènes tracés au marqueur noir. Leah Quinn s'étalait en lettres géantes au-dessus de la cheminée. Clara avança comme un automate vers la cuisine. Le carrelage craquait sous ses pas, jonché de débris de vaisselle. Le réfrigérateur était ouvert, son contenu répandu au sol dans une bouillie nauséabonde. Quelqu'un avait vomi dans l'évier. Les placards pendaient, arrachés de leurs gonds. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, la voix étranglée. Par la baie vitrée fracassée, elle aperçut sa piscine. L'eau turquoise était devenue un bouillon verdâtre, où flottaient des canettes, des mégots et ce qui ressemblait à des sous-vêtements. Une chaise de jardin trônait au fond du bassin. Clara sortit son téléphone d'une main tremblante et composa le numéro des pompiers. « Bonjour, j'aimerais signaler... » commença-t-elle avant de s'interrompre. « En fait, non. Excusez-moi. » Elle raccrocha. À quoi bon? Le mal était fait. Ses jambes la trahirent et elle s'effondra sur le seuil, contemplant les ruines de son rêve. Dans sa tête résonnaient les mots de sa sœur Léa, prononcés la semaine précédente avec ce sourire en coin qu'elle connaissait si bien. « Tu me prêtes ta baraque pour le week-end? J'ai promis à mes potes qu'on ferait une petite fête sympa. » Une petite fête sympa. Clara éclata d'un rire hystérique qui se transforma rapidement en sanglots. Son téléphone vibra. Un message de Léa. « Coucou Clara. Merci pour le week-end, c'était génial. Bisous. » Clara ferma les yeux et compta mentalement. 22 000 euros. C'était le coût estimatif des dégâts qu'elle voyait. 22 000 euros qu'elle n'avait pas. 22 000 euros que ses parents allaient devoir assumer, puisque Léa n'était qu'une mineure insouciante de 17 ans. Du moins, c'est ce qu'elle croyait encore à ce moment-là. Elle ignorait que dans quelques heures, quand elle frapperait à la porte de ses parents, sa vision de la famille Martineau exploserait en 1000 morceaux, comme sa belle vaisselle provençale. Le pavillon de banlieue des Martineau n'avait pas changé depuis l'enfance de Clara. Même crépi beige, même portail en fer forgé, même rosier de sa mère aligné avec une précision militaire. Seul le terrain semblait plus grand qu'autrefois. Mais Clara n'y prêta pas attention. Elle avait d'autres préoccupations. Dimanche, 14 heures. L'heure du café dominical. Un rituel sacré chez les Martineau. Clara sonna et attendit, les mains crispées sur son téléphone, où s'affichèrent les photos des dégâts. 23 clichés accablants qu'elle avait soigneusement sélectionnés. « Clara, quelle surprise !» s'exclama sa mère en ouvrant la porte. Françoise Martineau, 58 ans, portait son éternel tablier à fleurs et affichait ce sourire forcé qu'elle réservait aux visites inattendues. Derrière elle, la télévision diffusait un match de foot et l'odeur du pot-au-feu embaumait la maison. « Bonjour maman, il faut qu'on parle. »« Ah, entre donc. Ton père regarde le match avec Léa. » Dans le salon, Michel Martineau, 62 ans, trônait dans son fauteuil en cuir. Léa était vautrée sur le canapé, encore en pyjama à 2 heures de l'après-midi, les yeux rivés sur son téléphone. Elle leva à peine la tête quand Clara entra. « Salut Clara !» lança-t-elle avec une désinvolture qui fit grincer des dents sa sœur. « Éteins cette télé, papa. Il faut qu'on parle de ce qui s'est passé ce week-end. » Michel fronça les sourcils mais obéit. Le silence qui s'installa fut lourd de tension. « Voilà ce que j'ai trouvé hier dans ma maison, » dit Clara, en posant son téléphone sur la table basse. Elle fit défiler les photos une à une. Sa mère porta la main à sa bouche. Son père se pencha en avant, l'air incrédule. Seule Léa continua de pianoter sur son écran sans manifester le moindre remords. « Mon Dieu, Clara, c'est épouvantable, » balbutia Françoise. « 22 000 euros de dégâts, » annonça Clara d'une voix blanche. « Le devis de l'expert est formel. » Cette fois,
Léa daigna lever les yeux. Franchement, tu dramatises. C'était juste une soirée entre potes. On s'est un peu lâché, c'est tout. Un peu lâché? Répéta Clara, incrédule. Tu as détruit ma maison. Bon, ça va, j'ai pas fait exprès. Et puis c'est assuré, non? L'assurance ne couvre pas les dégâts volontaires, Léa. Et même si c'était le cas, j'aurais une franchise de 3 000 € à payer. Michel Martineau se racla la gorge et prit la parole d'un ton qu'il voulait apaisant. Écoute, Clara, on comprend que tu sois contrariée, mais... Contrariée? Contrariée? Papa, 8 ans de ma vie viennent de partir en fumée. Arrête, elle est mineure. Tu ne vas pas en faire un drame? Intervint brutalement son père. C'est un accident. Ces choses-là arrivent. Le sang de Clara ne fit qu'un tour. Elle se tourna vers sa mère, espérant un soutien, mais Françoise détourna le regard. Un accident? Répéta Clara. Regardez encore ces photos. Les graffitis sur les murs, la piscine souillée, mes meubles détruits. Quel genre d'accident fait ça? C'est juste une fête qui a mal tourné, minimisa sa mère. Les jeunes de nos jours, tu sais bien. Elle a invité 30 personnes. 30. Les pompiers ont dû intervenir. Bon, et alors? Rétorqua Léa en haussant les épaules. T'es pas ma mère pour me faire la leçon. Le silence qui suivit fut assourdissant. Clara regarda tour à tour ses parents, espérant une réprimande, une sanction, n'importe quoi. Mais Michel se contenta de soupirer et Françoise lissa son tablier d'un geste nerveux. Elle a 17 ans, Clara, reprit finalement son père. Elle ne peut pas être tenue responsable. Et nous, on n'a pas les moyens de... Vous n'avez pas les moyens? Mais vous venez d'agrandir votre jardin. J'ai vu le nouveau terrain. Ça n'a rien à voir, éluda Michel. De toute façon, ces histoires d'argent... On ne va pas briser une famille pour ça. Clara sentit quelque chose se casser définitivement en elle. La réalité lui apparut dans toute sa cruauté. Ses propres parents défendèrent l'enfant qu'ils avaient adopté contre celle qu'ils avaient mise au monde. Depuis que Léa était entrée dans leur vie à l'âge de 3 ans, Clara était devenue transparente, une quantité négligeable qu'on pouvait sacrifier sans remords. Elle se leva lentement, rassembla ses affaires et sourit. Un sourire froid qui ne reflétait aucune joie. « Tu as raison, papa. Je vais régler ça discrètement. Voilà, tu vois bien que tu peux être raisonnable, » dit Françoise avec soulagement. Clara se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. « Au fait, j'espère que vous profitez bien de votre nouveau terrain. Grand-mère aurait été heureuse de savoir que son héritage vous sert à jardiner. » Elle sortit sans attendre de réponse, laissant ses parents dans un silence pesant. Dans sa voiture, Clara sortit son carnet d'adresses et chercha le numéro de Maître Blanchard, le notaire de sa grand-mère. Il était temps de creuser un peu plus profondément dans les secrets de famille. Clara contempla les ruines de sa maison comme un général observant un champ de bataille. 3 jours s'étaient écoulés depuis la confrontation familiale. 3 jours à ruminer cette trahison qui lui rongeait le cœur. Mais aujourd'hui, quelque chose avait changé. La colère s'était muée en détermination froide. « Puisque je suis seule, je me débrouillerai seule », murmura-t-elle en enfilant des gants de chantier. Elle avait passé la nuit à regarder des tutoriels YouTube sur la rénovation. Comment réparer un placo troué? Pose de carrelage pour débutants, peinture murale, les erreurs à éviter. Son bloc-notes débordait de conseils griffonnés à la hâte. Le premier défi était de taille, évacuer les débris. Clara loua une benne et s'attaqua méthodiquement au carnage. Chaque morceau de son mobilier détruit qu'elle jetait était comme un adieu à son ancienne vie, celle où elle comptait naïvement sur l'amour familial. Vers midi, épuisée mais déterminée, elle fit une pause déjeuner assise sur les marches de sa terrasse. Ses mains déjà écorchées témoignaient de l'ampleur de la tâche, mais elle ne ressentait aucun découragement. Au contraire, chaque effort physique la libérait un peu plus de cette amertume qui l'empoisonnait. « Excusez-moi, vous êtes la propriétaire ?» Clara leva les yeux. Un homme d'une 30aine d'années se tenait devant le portail, une casquette de baseball vissée sur la tête et un maître de chantier à la main. Grand, les épaules larges, il avait ce bronzage particulier des artisans qui travaillent au soleil. « Oui, c'est moi. Vous êtes ? Julien Ferrier. J'habite la maison bleue au bout de la rue, dit-il en désignant une bâtisse provençale au loin. J'ai vu les dégâts l'autre jour. Ça doit être dur.
Il parlait avec cette simplicité directe des gens du Midi, sans curiosité déplacée ni pitié condescendante. Clara apprécia immédiatement cette retenue. « On peut dire ça ?» répondit-elle avec un sourire amer. « Mais je m'en sors. Vous comptez tout refaire vous-même » demanda-t-il en observant le chantier. « Je n'ai pas vraiment le choix. » Julien hocha la tête, compréhensif. Il avait dû voir passer suffisamment de propriétaires en détresse pour reconnaître celui qui se bat seul contre l'adversité. « Écoutez, je ne veux pas m'imposer. Mais si vous avez besoin de conseils, je suis artisan. Enfin, j'étais. Maintenant, je fais plutôt dans la rénovation à mon compte. C'est gentil, mais je ne peux pas me permettre de... » « Non, non, m'interrompit-il. Je ne parle pas de travaux payants. Juste des tuyaux, si vous voulez. » Histoire d'éviter les grosses erreurs. Clara l'observa attentivement. Pas de montre ostentatoire, pas de voiture de luxe garée devant chez lui. Des vêtements simples mais de qualité. Quelque chose dans son regard lui inspirait confiance. « Pourquoi vous feriez ça ?» Julien eut un sourire en coin. « Disons que j'ai un faible pour les gens qui se battent. Et puis, j'aime voir les maisons revivre. » Il examina les murs tagués avec l'œil expert de quelqu'un qui a vu défiler les chantiers. « Pour les graffitis, il vous faut un décapant spécial. Pas de la lessive Saint-Marc, ça ne servira à rien. Et pour le carrelage fissuré de la cuisine, démontez tout d'un coup, sinon vous allez galérer. Vous avez l'air de vous y connaître. 15 ans dans le bâtiment. J'ai tout fait. Maçonnerie, plomberie, électricité, avant de comprendre que bosser pour des patrons véreux, ce n'était plus pour moi. » Il y avait une amertume contenue dans sa voix qui résonna en Clara. Visiblement, elle n'était pas la seule à avoir été trahie. Que s'est-il passé? Une longue histoire. Corruption, magouille, chantier bâclé. Quand on refuse de fermer les yeux, on se retrouve sur la liste noire. Alors j'ai monté ma petite affaire. Moins d'argent, mais je dors la conscience tranquille. Clara sentit quelque chose se desserre dans sa poitrine. Voilà quelqu'un qui comprenait le prix de l'intégrité. Dans ce cas, vos conseils seront les bienvenus. Julien passa l'après-midi à lui expliquer les bases. Comment percer sans fissurer, dans quel ordre attaquer les travaux, quels matériaux choisir selon son budget. Clara buvait ses paroles, prenant des notes sur son carnet déjà noirci. « Vous apprenez vite », constata-t-il vers 18h. « J'ai toujours été bonne élève. Et puis, quand on n'a pas le choix, on trouve des ressources qu'on ne soupçonnait pas, » termina-t-il. « Je connais ça. » Ils se séparèrent au coucher du soleil, après avoir établi un planning de travaux sur 3 mois. Clara le regarda s'éloigner vers sa maison bleue et se surprit à espérer qu'il reviendrait demain. Ce soir-là, en regardant ses mains calleuses et ses ongles cassés dans le miroir de la salle de bain épargnée, elle ne reconnut pas la femme qui lui faisait face. Cette Clara-là avait quelque chose de plus dur dans le regard, quelque chose de plus déterminé. Et étrangement, elle se plaisait dans cette nouvelle peau. Le lendemain matin, elle se réveilla avant l'aube, avec une seule envie, retourner au chantier. Sa renaissance venait de commencer, et elle comptait bien la mener à son terme, même si elle devait y laisser sa peau. 2 semaines de travaux acharnés avaient transformé Clara autant que sa maison. Ses bras s'étaient musclés, ses mains s'étaient endurcies, et surtout, sa détermination s'était muée en quelque chose de plus profond, une soif de vérité qui ne la quittait plus. Ce samedi matin, pendant que Julien l'aidait à poncer les volets, elle reçut un appel de maître Roussel, le notaire qui avait géré la succession de sa grand-mère. « Mademoiselle Martineau, j'ai retrouvé les documents dont vous m'aviez parlé. Pourriez-vous passer à mon étude cet après-midi ?» Clara accepta immédiatement. Depuis sa phrase mystérieuse sur l'héritage qui servait à jardiner, elle n'avait cessé de réfléchir. Ce terrain agrandi chez ses parents lui semblait de plus en plus suspect. « Un problème ?» demanda Julien en voyant son expression soucieuse. « Peut-être, ou peut-être une solution. Je dois voir le notaire. » L'étude de maître Roussel sentait le cuir ancien et l'encaustique. Le vieil homme, 80 ans bien sonnés, accueillit Clara avec la courtoisie d'un autre temps. « Votre grand-mère était une femme remarquable, » dit-il en sortant un dossier épais. « Elle avait insisté pour que certains documents vous soient remis personnellement, en cas de difficulté familiale. » Il posa devant Clara un acte notarié daté de 5 ans plus tôt. « Mademoiselle, vous êtes l'unique héritière d'un terrain de 2000 mètres carrés,
cadastré section B, parcelle 247. Valeur estimée aujourd'hui, 180 000 euros. Clara sentit le sol se dérober sous ses pieds. Mais mes parents m'ont dit que grand-mère n'avait laissé que des dettes. Au contraire, votre grand-mère possédait également un livret A de 15 000 euros, légué intégralement à votre nom. Vos parents étaient informés, bien entendu. Ils ont même signé l'acte de réception. Le notaire lui tendit une copie portant les signatures de Michel et Françoise Martineau, datée du lendemain des obsèques. Clara fixa les paraphes de ses parents, ces boucles familières qui venaient de signer sa trahison définitive. 5 ans. 5 ans qu'ils utilisaient son terrain pour agrandir leur jardin. 5 ans qu'ils touchaient les intérêts de son livret. Il y a autre chose, poursuivit maître Roussel d'un ton plus grave. Votre grand-mère m'avait confié un secret concernant Léa. Elle souhaitait que vous le sachiez si un jour... Il hésita, cherchant ses mots. Si un jour quoi? Si un jour Léa vous causait des problèmes graves. Votre grand-mère était très intuitive concernant les caractères. Le notaire sortit une enveloppe scellée, portant l'écriture tremblée de sa grand-mère. Pour Clara, si Léa devient incontrôlable. À l'intérieur, une lettre de 3 pages et des documents officiels. Clara lut avec une fascination horrifiée. « Ma chère Clara, si tu lis ces lignes, c'est que mes craintes se sont réalisées. Léa n'est pas la fille de tes parents comme ils le prétendent. Sa vraie mère, Sylvie Moreau, était notre voisine rue des Oliviers. Une femme courageuse qui élevait seule sa fille après un divorce difficile. Un soir de novembre 2006, en rentrant de son travail de nuit à l'hôpital, elle a glissé sur les marches mouillées de son immeuble. Mort instantanée. Léa n'avait que 3 ans. Tes parents ont menti à cet enfant depuis 14 ans. Ils lui ont raconté que sa mère l'avait abandonnée, qu'elle était partie avec un autre homme, sans laisser d'adresse. Ils voulaient qu'elle soit reconnaissante, qu'elle ne pose jamais de questions sur ses origines. Cette cruauté m'a toujours révoltée, mais Michel et Françoise refusaient que je parle. Pour son bien, disaient-ils. Quel bien peut-il y avoir à grandir en croyant qu'on a été rejeté? Si tu lis ceci, utilise cette vérité avec sagesse. La justice n'est pas toujours la vengeance. Clara referma la lettre, les mains tremblantes. Les pièces du puzzle s'assemblaient enfin. La préférence inexplicable pour Léa, cette culpabilité permanente qui poussait ses parents à tout lui pardonner. Ils n'élevaient pas une enfant. Ils entretenaient leur bonne conscience, au prix d'un mensonge ignoble. Maître Roussel, ces documents, ils sont authentiques? Parfaitement. Votre grand-mère était très méthodique. Elle avait même gardé les articles de journaux sur l'accident de Madame Moreau. Clara parcourut les coupures de presse. Sylvie Moreau, aide-soignante de 28 ans, décède dans une chute accidentelle. Une mère courage emportée par le destin. Ses collègues de l'hôpital témoignent, elle vivait pour sa fille. Le contraste était saisissant. Cette femme décrite comme dévouée et aimante, transformée en mère indigne par la version familiale. « Que puis-je faire légalement ?» demanda Clara. « Concernant le terrain, vous pouvez en reprendre possession immédiatement. Pour le reste, la vérité n'a pas de délai de prescription. » Clara quitta l'étude avec un sac plastique contenant sa nouvelle arme, la vérité. En remontant vers Cassis, elle croisa Julien qui l'attendait avec 2 cafés et des croissants. « Alors, ces documents ?» Clara le regarda avec un sourire qu'elle ne se connaissait pas. Un sourire où la douleur se mêlait à une satisfaction troublante. « Julien, est-ce que vous vous y connaissez en droit immobilier? Parce que je crois qu'on va avoir besoin de construire quelque chose de solide. Très solide. » 1 mois avait passé depuis la révélation chez le notaire. Clara avait gardé le secret, préférant mûrir sa stratégie. Sa maison renaissait peu à peu, et avec elle, quelque chose d'inattendu, ses sentiments pour Julien. Ce soir-là, ils terminaient ensemble la pose du nouveau carrelage de la cuisine. Leurs mains se frôlaient en ajustant les joints, leurs regards se croisaient plus longtemps que nécessaire. La tension était palpable entre eux depuis des semaines. « Parfait !» dit Julien en se relevant. « Dans 48 heures, vous pourrez marcher dessus. »« Nous pourrons, » corrigea Clara. « Sans vous, jamais je n'y serais arrivée. » Ils se tenaient face à face dans la cuisine baignée par la lumière dorée du couchant. Clara sentit son cœur s'emballer. Julien la regardait avec une intensité nouvelle, comme s'il luttait contre ses propres sentiments. « Clara, je dois vous avouer quelque chose. Je vous écoute. »
Au début, je venais ici par solidarité. Vous me rappeliez quelqu'un que j'avais connu, quelqu'un qui s'était battu seul contre l'adversité. Mais maintenant, il s'interrompit, passant nerveusement la main dans ses cheveux. Maintenant, je viens parce que vous me manquez quand je ne vous vois pas, parce que votre courage m'inspire et que votre sourire illumine mes journées. Clara sentit ses joues s'empourprer. Depuis des semaines, elle refoulait ces mêmes sentiments, se convainquant qu'elle n'avait pas le temps pour l'amour avec tout ce qu'elle traversait. « Julien, moi aussi je... » « Attendez, » la coupa-t-il. « Il faut que vous sachiez pourquoi j'ai vraiment quitté mon ancien travail. » Il s'assit sur le plan de travail, le regard soudain grave. « J'étais chef de chantier chez Batimax, une grosse boîte du coin. Un jour, j'ai découvert que mon patron utilisait des matériaux défaillants pour la construction d'une école maternelle. J'ai refusé de fermer les yeux. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai alerté la mairie, puis l'inspection du travail. Les travaux ont été stoppés, refaits entièrement. Mon patron a perdu le marché, 2 millions d'euros. Le lendemain, j'étais virée pour insubordination. » Clara comprenait maintenant cette amertume qu'elle avait perçue dès leur première rencontre. Et ensuite, blacklistée. Aucune entreprise de la région ne voulait m'embaucher. Ma fiancée de l'époque, elle n'a pas supporté l'incertitude financière. Elle est partie au bout de 3 mois. Elle ne vous méritait pas. Julien la regarda avec surprise, puis sourit. C'est exactement ce que ma mère m'a dit. Mais sur le moment, ça faisait mal. Très mal. Clara s'approcha de lui, touchée par cette vulnérabilité qu'il lui offrait. Vous avez bien fait. Ces enfants, ils auraient pu être blessés. 28 gamins de 3 à 5 ans, précisa-t-il. Quand je pense qu'ils auraient pu se retrouver sous des gravats à cause de l'avidité de mon ex-patron. Vous êtes quelqu'un de bien, Julien. Leur visage était maintenant tout proche. Clara sentait le parfum de sueur et de sueur qui imprégnait les vêtements de Julien. Cette odeur de travail honnête qui la troublait tant. Clara, je ne veux pas profiter de votre situation difficile pour... Elle posa un doigt sur ses lèvres pour le faire taire. Ma situation n'est plus difficile. Elle est différente. Et vous en faites partie maintenant. Leur premier baiser eut lieu dans cette cuisine aux murs fraîchement peints, sur ce carrelage qu'ils avaient posé ensemble. Un baiser doux d'abord, puis plus passionné, comme s'ils libéraient enfin des semaines de retenue. Quand ils se séparèrent, Clara prit la main de Julien et l'entraîna vers l'escalier. « Le toit de la chambre n'est pas encore refait, » dit-elle avec un sourire malicieux. « On peut voir les étoiles. Cette nuit-là, ils s'aimèrent sous la voûte céleste, dans cette maison renaissante, qui témoin de leur union. Clara découvrit que l'amour pouvait naître de l'adversité, que la tendresse pouvait fleurir sur les ruines du passé. Au petit matin, blottie contre l'épaule de Julien, elle lui raconta tout. L'héritage volé, les mensonges sur Léa, sa soif de justice. Il l'écouta sans l'interrompre, caressant ses cheveux d'un geste protecteur. « Qu'est-ce que vous comptez faire ?» demanda-t-il enfin. « Leur montrer que Clara Martineau n'est plus la petite fille docile qu'ils ont toujours méprisée. Mais pour ça, j'aurai besoin d'aide. Vous l'avez, quoi qu'il arrive. » Clara sourit dans la pénombre. Pour la première fois depuis des mois, elle ne se sentait plus seule. L'amour venait de faire son entrée dans sa vie au moment où elle s'apprêtait à livrer sa bataille la plus importante. 3 semaines après cette nuit magique sous les étoiles, Clara et Julien étaient devenus inséparables. Mais leur bonheur naissant n'avait pas fait oublier à Clara sa soif de justice. Au contraire, l'amour lui avait donné une force nouvelle et une clarté d'esprit redoutable. Ce matin-là, ils se rendaient ensemble chez Maître Laurent, l'avocat spécialisé en droit familial que leur avait recommandé le notaire. Cabinet moderne de Marseille, vitres fumées et moquettes épaisses. L'endroit respirait la compétence et la discrétion. « Mademoiselle Martineau, » dit l'avocat après avoir étudié le dossier, « votre situation est juridiquement très solide. Concernant le terrain, vous pouvez en reprendre possession immédiatement. Vos parents sont dans l'illégalité depuis 5 ans. Et pour l'argent du livret, détournement d'héritage. Article 314.1 du Code pénal. Il risque jusqu'à 3 ans de prison et 75 000 € d'amende. » Clara échangea un regard avec Julien. Les choses devenaient sérieuses. « Que me conseillez-vous ? D'abord, constituons un dossier irréfutable. Ensuite, nous les mettrons devant leurs responsabilités. La plupart du temps,
Ces affaires se règlent à l'amiable, avec de solides garanties. J'ai autre chose à vous montrer, dit Clara en sortant la lettre de sa grand-mère. L'avocat lut attentivement le récit concernant Léa et la mort de sa mère. Juridiquement, mentir à un enfant sur ses origines n'est pas répréhensible, mais moralement, et dans le contexte d'une négociation, il n'eut pas besoin de finir sa phrase. L'après-midi, Clara et Julien se rendirent au cadastre pour faire établir les relevés officiels du terrain litigieux. Les plans étaient informels. 2000 mètres carrés de la propriété Martineau appartenaient légalement à Clara depuis 5 ans. « Regardez », dit Julien en pointant les documents. « Ils ont même fait construire un abri de jardin et une serre sur votre terrain. En droit, c'est de la construction illégale. » Le soir, installés dans leur cuisine refaite à neuf, ils élaborèrent leur stratégie, comme 2 généraux, préparant une bataille décisive. « L'objectif n'est pas la vengeance », précisa Clara. « C'est la justice et la reconnaissance. » « D'accord, mais concrètement ?» Clara sortit un carnet neuf et commença à noter méthodiquement. « Première étape, créer une SCI avec toi. Nous rachetons discrètement toutes les dettes de mes parents via une société de recouvrement. D'après mes calculs, ils doivent environ 40 000 € entre les crédits et les impôts en retard. C'est légal ? Parfaitement. Les sociétés de recouvrement rachètent les créances tous les jours. Mes parents ne sauront même pas que c'est nous. » Julien siffla d'admiration. « Vous êtes redoutable quand vous vous y mettez. Ce n'est pas fini. Deuxième étape, expertise du terrain usurpé. 5 ans de loyer impayé à 1 000 € par mois, plus les dégâts aux arbres fruitiers que grand-mère avait plantés. 60 000 € supplémentaires. Exactement. Troisième étape. Nous rassemblons toutes les preuves de négligence concernant Léa. Absence scolaire répétée, amendes impayées pour tapage nocturne, défaut de surveillance. En cas de procédure, cela démontrera que mes parents ne sont pas les éducateurs modèles qu'ils prétendent être. » Clara écrivait avec une précision qui impressionnait Julien. Cette femme qu'il avait connue effondrée 2 mois plus tôt était devenue une stratège redoutable. Et la révélation sur la mère de Léa ? L'arme absolue. À utiliser seulement si mes parents refusent de négocier. Cette vérité détruira leur version des faits et révélera leur cruauté. Vous pensez qu'ils vont accepter de tout rembourser ? Clara posa son stylo et regarda Julien avec un sourire qui n'augurait rien de bon pour la famille Martineau. Ils n'auront pas le choix. Entre la prison pour détournement d'héritage et le remboursement intégral avec des excuses publiques, le calcul sera vite fait. Et si Léa ne supporte pas d'apprendre la vérité sur sa mère ? Clara hésita une seconde. Cette question la taraudait depuis des semaines. Ma grand-mère a écrit « La justice n'est pas toujours la vengeance. Léa souffre depuis 14 ans en croyant qu'elle a été abandonnée. La vérité lui fera mal, mais elle la libérera aussi. » Le lendemain matin, ils se rendirent à la banque pour finaliser la création de leur SCI. Ferrier Martineau Investissement vit le jour dans la plus grande discrétion. Leur première acquisition, les créances de Michel et Françoise Martineau pour la modique somme de 28 000 €. En sortant de la banque, Clara serra la main de Julien. « Dans 15 jours, nous leur envoyons la première convocation. D'ici là, ils vont recevoir leur nouvelle facture de créancier. Ils vont comprendre que quelque chose a changé. Et s'ils essaient de vous contacter avant, ils le feront. Mais cette fois, c'est moi qui fixerai les règles du jeu. » 15 jours exactement après leur sortie de la banque, Clara envoya l'invitation. Un Bristol crème, calligraphie élégante, Clara Martineau et Julien Ferrier ont l'honneur de vous convier à un déjeuner de réconciliation familiale. Dimanche 14 mai, 12h30, maison de Cassis. Au bas de l'invitation, une phrase qui fit frissonner ses parents. Présence indispensable. Nous avons tant de choses à nous dire. Ce dimanche matin, Clara et Julien terminèrent les préparatifs. La table était dressée pour 8. Ses parents, Léa, les grands-parents paternels et l'oncle Roger avec sa femme. Toute la famille Martineau serait là pour assister au spectacle. « Vous êtes sûr de votre coup ?» demanda Julien en ajustant sa cravate. « Absolument. Regardez. » Clara lui montra l'écran de son ordinateur portable. Depuis 1 semaine, les parents avaient reçu leur nouvelle facture, le crédit immobilier, racheté par Ferrier Martineau Investissement.
Les impôts locaux, idem. Même leurs découvertes bancaires étaient maintenant gérés par leur mystérieuse société. Michel avait appelé Clara 3 fois cette semaine, la voix de plus en plus tendue. Il faut qu'on se parle. Il se passe des choses bizarres avec nos créanciers. Mais Clara s'était contentée de répondre. Dimanche, papa. Nous parlerons dimanche. À 12h30 précise, la famille arriva. Michel et Françoise avaient l'air fatigués, presque vieillis. Léa traînait les pieds, visiblement contrainte. Les grands-parents et l'oncle Roger semblaient intrigués par cette invitation inhabituelle. « Ta maison est magnifique », dit grand-mère Lucette en admirant la rénovation. « Tu as fait des miracles ?»« Effectivement, » renchérit Roger. « Ça a dû coûter cher, tous ces travaux. » Clara sourit sans répondre et invita tout le monde à table. Le repas commença dans une atmosphère tendue. Michel ne cessait de jeter des regards nerveux à sa fille, comme s'il attendait l'orage. Au dessert, Clara se leva et frappa délicatement son verre avec une petite cuillère. Avant le café, j'aimerais vous parler de quelque chose d'important. De justice, en fait. Le silence se fit instantané. Même Léa leva les yeux de son téléphone. Il y a 3 mois, ma maison a été détruite par une fête organisée par Léa. 22 000 € de dégâts. Mes parents ont refusé de payer, estimant que j'exagérais. Clara, on en a déjà parlé, commença Michel. Laisse-moi finir, papa. Aujourd'hui, cette maison est restaurée, entièrement payée par mes soins. Mais ce n'est pas tout. Elle sortit une chemise bleue de son sac et en étala le contenu sur la table. Voici l'acte notarié prouvant que je suis propriétaire d'un terrain de 2000 m² que vous utilisez depuis 5 ans pour agrandir votre jardin. Valeur estimée, 180 000 €. Françoise porta la main à sa bouche. Michel devint livide. Voici également les relevés de mon livret A, hérité de grand-mère. 15 000 € que vous avez encaissés en mon nom. Clara, on peut t'expliquer ? Balbutia sa mère. Non, maman. C'est moi qui vais expliquer. Figurez-vous que depuis 15 jours, Julien et moi avons racheté toutes vos dettes. Crédit immobilier, impôts, découvert, 43 000 € exactement. L'oncle Roger écarquilla les yeux. Les grands-parents se regardèrent, stupéfaits. « Mais comment ?» murmura Michel. « Ferrier Martineau Investissement, ça vous dit quelque chose ? C'est notre société. Légalement, vous nous devez maintenant 138 000 €, remboursable immédiatement. » Léa ricana nerveusement. « N'importe quoi, ils peuvent pas faire ça. » Clara la regarda avec une froideur qui la fit taire instantanément. « Si, ils peuvent, et ils vont le faire. À moins que... » « À moins que quoi ?» demanda Michel d'une voix rauque. « À moins que vous acceptiez mes conditions. Remboursement intégral sur 3 ans, restitution du terrain, et surtout... » Clara sortit la lettre de sa grand-mère. « Que Léa apprenne enfin la vérité sur sa mère. »« Non !» s'écria Françoise. « Tu n'as pas le droit. »« Quelle vérité ?» demanda Léa, soudain très pâle. Clara la regarda droit dans les yeux. « Ta mère ne t'a jamais abandonnée, Léa. Elle s'appelait Sylvie Moreau. Elle était aide-soignante à l'hôpital. Elle n'est pas partie. Elle est morte en rentrant chez toi. Elle a glissé sur des marches mouillées en pensant à toi, et eux t'ont fait croire qu'elle t'avait abandonnée. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Léa fixait Clara, les yeux écarquillés, puis se tourna vers ses parents adoptifs. « C'est vrai ?» Michel et Françoise ne répondirent pas. Leur silence était un aveu. Léa se leva brusquement, renversant sa chaise. « 14 ans !» hurla-t-elle. « 14 ans, vous m'avez menti !» Elle sortit en courant. On entendit claquer la porte d'entrée, puis le bruit d'une voiture qui démarrait. Clara regardait ses parents effondrés avec une satisfaction troublante. « Vos visages, ils sont vraiment impayables. » 48 heures s'étaient écoulées depuis le déjeuner explosif. Clara n'avait aucune nouvelle de Léa, mais ses parents l'avaient appelée 6 fois. Elle ne décrocha qu'au 7e appel. « Clara, il faut qu'on se parle », supplia la voix brisée de sa mère. Léa a disparu depuis dimanche. Elle ne répond plus au téléphone. Où peut-elle être ? Chez des amis, probablement. Mais Clara, elle a posté des choses terribles sur Instagram. Des photos d'elle avec des lames de rasoir, des messages inquiétants. Clara sentit son estomac se nouer. Dans sa soif de justice,
Avait-elle poussé trop loin? Julien, qui écoutait la conversation, lui prit la main pour la rassurer. « Envoyez-moi les captures d'écran, » dit-elle sèchement. 10 minutes plus tard, les images arrivaient. Léa avait publié une série de stories Instagram glaçantes. 14 ans de mensonges. Ma vraie vie est une farce. Peut-être qu'il vaut mieux rejoindre ma vraie maman. La dernière photo montrait ses poignets avec des marques rouges. Merde, jura Clara en montrant l'écran à Julien. Il faut prévenir les secours, dit-il immédiatement. 1 heure plus tard, la police retrouvait Léa dans un parc de Toulon, inerte sur un banc, un tube de somnifère vide à ses côtés. Elle était vivante, mais hospitalisée d'urgence en psychiatrie. Ce soir-là, dans la salle d'attente de l'hôpital Sainte-Musse, Clara faisait face à ses parents effondrés. Michel avait vieilli de 10 ans en 2 jours. Françoise pleurait silencieusement. « Tu es contente maintenant ?» attaqua Michel, la voix chargée de reproches. « Papa, je... » « Non. Tu voulais ta vengeance? Tu l'as eue. Notre fille est entre la vie et la mort à cause de toi. » Clara encaissa le coup. Une part d'elle savait qu'il avait raison. Dans sa quête de justice, elle avait oublié que Léa n'était qu'une adolescente fragile, nourrie de mensonges depuis l'enfance. Monsieur et Madame Martineau, un médecin en blouse blanche s'approcha. « Votre fille va s'en sortir, mais elle va avoir besoin d'un suivi psychiatrique approfondi. Les révélations sur ses origines ont provoqué un choc traumatique majeur. »« Combien de temps ?» demanda Françoise. « Plusieurs mois. Elle doit reconstruire entièrement son identité. À 17 ans, découvrir que tout ce qu'on vous a raconté sur vos origines était faux. C'est dévastateur. » Clara se leva brusquement et sortit prendre l'air. Julien la suivit sur le parking. « Ce n'est pas votre faute, » dit-il doucement. « Si, Julien. J'ai voulu la détruire par ricochet. J'ai utilisé cette vérité comme une arme, pas comme une libération. Vous avez révélé des mensonges. C'était leur responsabilité de lui dire la vérité depuis longtemps. » Clara secoua la tête, les larmes aux yeux. Ma grand-mère avait écrit « La justice n'est pas toujours la vengeance. » J'ai oublié cette leçon. Ma vengeance avait un prix, et c'est Léa qui le paye. Le lendemain matin, Clara retourna voir ses parents. Cette fois, elle ne venait pas en position de force, mais avec un plan de réconciliation. « J'accepte vos excuses pour l'héritage et le terrain, » dit Michel, épuisé. « On vous remboursera tout, sur 10 ans si nécessaire. Mais en échange, Léa vient vivre avec moi quand elle sortira de l'hôpital, » termina Clara. Elle a besoin de découvrir qui était vraiment sa mère. Les bonnes choses, pas seulement les mensonges. Françoise la regarda avec surprise. « Tu ferais ça, après tout ce qu'elle t'a fait ? Elle était ma sœur, et elle est la fille de Sylvie Moreau, une femme courageuse qui méritait mieux que vos mensonges. » Michel hocha lentement la tête. « D'accord, mais tu ne peux pas nous empêcher de la voir. Je ne veux pas vous l'enlever. Je veux l'aider à guérir. Nous tous. » 1 an plus tard, juin 2024. Le jardin de Cassis n'avait jamais été aussi beau. Les rosiers grimpants embaumaient la terrasse restaurée, et la piscine cristalline reflétait le ciel azur de Provence. Clara, radieuse dans sa robe de mariée simple mais élégante, ajustait le voile de tulle de sa grand-mère. « Tu es magnifique », murmura Léa, en arrangeant les plis de la traîne. La jeune fille avait changé. Ses cheveux étaient revenus à leur couleur naturelle, châtains comme ceux de sa vraie mère. Ses yeux avaient retrouvé une clarté nouvelle, depuis qu'elle vivait avec Clara et qu'elle avait appris à connaître Sylvie Moreau à travers les photos et témoignages que Clara avait rassemblés. « Merci, ma chérie. Tu es sûre que ça va ?»« Certaine. Maman Sylvie aurait adoré te voir comme ça. » Léa l'appelait ainsi maintenant. Maman Sylvie. Une façon de réconcilier son passé avec son présent, sans renier l'amour imparfait de Françoise et Michel. La cérémonie se déroula dans le jardin, devant une assemblée émue de 40 personnes. Julien, ému aux larmes, glissa l'alliance au doigt de Clara sous les applaudissements. Michel et Françoise étaient là, vieillis mais apaisés. Ils avaient respecté tous leurs engagements, remboursement échelonné, restitution du terrain, et surtout, respect de la nouvelle vie de Léa. Pendant le cocktail, Clara observait sa famille recomposée avec une sérénité nouvelle. Léa riait avec les cousins de Julien, ses cicatrices morales presque effacées. Ses parents discutaient calmement avec Maître Roussel
qui était devenu un ami proche. « Alors, Madame Ferrier, satisfaite ?» demanda Julien en l'enlaçant. « Plus que satisfaite. Comblée. Même avec tes parents? Ils ont l'air réconciliés. » Clara suivit son regard. Michel aidait Françoise à porter un plateau de petits fours, attentionné comme il ne l'avait jamais été envers elle. « Tu sais, » dit-elle pensivement, « je crois qu'ils ont compris. Ma vengeance leur a fait peur, mais elle les a aussi réveillés. Ils font des efforts maintenant, de vrais efforts. » Et Léa? Clara sourit en regardant sa sœur qui prenait des photos avec l'appareil vintage de Sylvie, qu'elle avait récupéré chez une cousine. Léa a trouvé sa place. Elle sait qui elle est, vraiment. La fille de Sylvie Moreau, une femme courageuse qui l'aimait, et aussi la sœur de Clara Ferrier, qui l'aime inconditionnellement. Le soir tombait sur la Provence quand les derniers invités partirent. Clara et Julien se retrouvèrent seuls sur leur terrasse, contemplant la mer au loin. « Tu sais ce qui me rend le plus fière ?» dit Clara, en se blottissant contre son mari. « Dis-moi, ce n'est pas d'avoir récupéré mon argent ou mon terrain, c'est d'avoir transformé ma colère en quelque chose de constructif. Cette maison qui était détruite est devenue le symbole de ma renaissance. Cette famille qui était brisée s'est reconstruite différemment, mais plus solidement. Et ta vengeance ?» Clara réfléchit un instant, caressant machinalement son alliance. « Ma vengeance, c'est ce bonheur, c'est cette paix, c'est Léa qui va bien, c'est toi à mes côtés, c'est mes parents qui ont appris le respect. La vraie victoire, ce n'était pas de les humilier, c'était de nous élever tous. » Julien l'embrassa tendrement sous les étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel provençal. « Je t'aime, Clara Ferrier. Moi aussi, je t'aime. Et j'aime cette nouvelle vie qu'on s'est construite sur les ruines de l'ancienne. » Dans la chambre d'amis, Léa s'endormait en serrant contre elle la dernière lettre que Sylvie avait écrite avant sa mort. « Ma petite étoile, quoi qu'il arrive, souviens-toi que maman t'aime plus que tout. » Enfin, elle le savait.